Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de décembre 2021, donc 40 questions de code de la route. On se concentre, on prend un papier et un crayon et surtout tu notes là où tu as fait tes erreurs ou tes hésitations. Allez, c'est parti. Question 1. Le pare-brise doit être muni d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. La lunette arrière doit être munie d'au moins un essuie-glace. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux termes à ne pas confondre. Il y a le pare-brise et la lunette. Alors, si on dessine une voiture, d'accord, je vous dessine la voiture, tac, hop, rapidement, une voiture avec le volant. Là, de ce côté-là, ici, c'est le pare-brise et à l'arrière, c'est la lunette arrière, d'accord? Les essuie-glaces sont obligatoires à l'avant, on doit en avoir au moins un, d'accord? Et à l'arrière, il n'y a rien d'obligatoire. D'ailleurs, certaines voitures n'ont même pas de vitres à l'arrière, si c'est une petite camionnette, une fourgonnette, il n'y a peut-être pas forcément de vitres non plus. Donc là, c'était réponse A et D. Question 2. Je peux lire un panneau d'entrée d'agglomération à 50 mètres si mon acuité visuelle est de 1 dixième, réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 10 dixièmes, réponse C. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Vous devez savoir que quand vous êtes à 10 dixièmes, ça veut dire que quand vous avez une très bonne acuité visuelle, une très bonne vue, d'accord, vous voyez bien, à 10 dixièmes, on doit être capable de voir un panneau d'entrée d'agglomération, d'accord, à 50 mètres. Donc là, c'était réponse C. Question 3. L'alcool agit sur l'organisme dès 0,2 g d'alcool par litre de sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai, c'est dès 0,2. C'est pour ça que c'est à partir de là que il commence à y avoir des sanctions qui sont mises. Pourquoi? Parce que vous commencez déjà à avoir une sensibilité à l'éblouissement, d'accord? Un moins bon champ visuel et un temps de réaction aussi qui devient moins bon, d'accord? Donc là, c'était réponse A. Question 4. Dans cette situation, je ralentis et je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Alors, si on revient en arrière, on peut constater qu'il n'y avait aucun panneau de signalisation. D'accord? Il n'y avait pas non plus de marquage au sol. Si vous n'avez pas eu le temps de bien voir, là, vous pouvez revenir maintenant en marche arrière, maintenant que c'est la correction. Attention, hein, le jour de l'examen, la vidéo qui passe, vous ne pouvez la voir qu'une seule fois. Donc, attention à bien observer pendant le défilement de la vidéo. D'accord? Alors là, il n'y avait pas de panneau, pas de marquage au sol, donc il n'y avait pas de règle de priorité de passage, il n'y avait pas non plus de stop à l'entrée, des fois ça peut arriver. Hein. On a un petit panneau là qui nous permet de voir qu'il n'y a personne qui arrive en face. Évidemment, donc on va passer, mais on va ralentir au cas où il y en a quand même un qui arrive au dernier moment parce que la visibilité dans le miroir n'est pas superbe et en face, ce n'est pas large du tout. D'accord? Donc il vaut mieux, dans ces cas-là, ralentir aussi. Donc là, c'était réponse A, je ralentis et je passe.
Question 5. En cas de freinage brutal, ces objets posés sur la plage arrière peuvent devenir des projectiles dangereux. Réponse A. Sont inoffensifs. Réponse B. Sont toujours arrêtés par les appuis-têtes. Réponse C. Ah oui, même en cas de freinage brutal, hein, pas uniquement en cas d'accident, dès que vous allez freiner, donc tous les objets qui sont sur la plage arrière auront tendance à être projetés vers l'avant. Et c'est pas forcément les appuis-têtes hein, qui vont arrêter, ça peut passer entre les appuis-têtes ou entre les deux sièges. Donc attention, ça peut devenir très lourd même. Hein. Pour vous donner un exemple, un objet qui pèse 1 kg, il peut atteindre déjà 10 kg à 50 km/h, d'accord? Et jusqu'à 40 kg à 100 km/h. Donc ne laissez jamais des choses qui peuvent être projetées dans votre voiture. Mettez-les dans le coffre. Donc réponse A. Question 6. En cas d'incident, l'information sera communiquée par les panneaux à messages variables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la radio? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau-là, ça veut dire que c'est un long tunnel, un tunnel de plus de 300 mètres de long. Et donc il y a des aménagements qui sont faits pour informer les automobilistes en cas d'incident, d'accord? Il y a même des équipes qui se relaient 24 heures sur 24 hein, pour assurer votre sécurité. Ça sera informé par le biais de messages variables, par la radio, c'est possible aussi. Donc là, c'est réponse A et C. Question 7. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on vous informe qu'on a mis le dégivrage sur la lunette arrière et pas sur le pare-brise avant. Le pare-brise avant, c'est ce symbole-là. Vous voyez? Ici. La différence, alors pour pas confondre, hein, pour le pare-brise avant, c'est toujours évasé comme ça. D'accord? La lunette arrière, c'est bien rectangulaire comme ça. Ok? Donc ne confondez pas, ça c'est l'avant et ça c'est l'arrière. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur, pas le pare-brise, mais sur la lunette, d'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 8. Avant d'entrer dans ce passage étroit, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on va aborder un virage qui n'est pas large du tout et qui n'a pas de bonne visibilité du tout non plus, hein, on voit rien, d'accord? Donc on est en raglo aussi, donc on peut utiliser le klaxon pour prévenir de notre présence. Là, il vaut mieux le faire. Pourquoi? Parce que si vous avancez un petit peu trop, vous allez être bloqué ici, et puis si un autre véhicule qui arrive en face, il n'aura plus la place pour passer. Encore pire si c'est un bus ou un car qui arrive, alors là ça va être la catastrophe. Donc pensez avant de vous engager à klaxonner de manière à ce que de l'autre côté, on vous entende et que le véhicule s'arrête si besoin, d'accord? Évidemment, on va ralentir pour avoir le temps de s'arrêter au bon endroit et ne pas gêner la circulation si on découvre qu'il y a un véhicule qui arrive en face.
Donc là, c'était réponse A et C. Question 9. Je suis pressé. Je règle mon siège et je mets ma ceinture. À l'arrêt, réponse A. En roulant, réponse B. Alors c'est pas parce que je suis pressée que je peux me permettre de faire tout ça en roulant. Les premiers kilomètres sont tout aussi dangereux que dans les 10-15 kilomètres qui viendront. D'accord? Le danger est le même. Donc je le mets à l'arrêt. Donc là, c'était réponse A. Question 10. La signalisation indique une priorité ponctuelle, réponse A, une limitation de vitesse, réponse B, une interdiction de klaxonner, réponse C. Alors, on nous demande ce que nous indique la signalisation. Est-ce que c'est une priorité ponctuelle? Alors non, ce n'est pas une priorité ponctuelle parce que c'est ce panneau-là, priorité ponctuelle, d'accord? Celui-ci veut dire route à caractère prioritaire. Ça veut dire que je serai prioritaire sur l'intersection qui vient, mais aussi la suivante et ainsi de suite sur plusieurs intersections d'affilée jusqu'à ce que je rencontre, par exemple, le panneau fin de route prioritaire, d'accord? Donc là, ce n'est pas une priorité ponctuelle. Est-ce que je rencontre une limitation de vitesse? Eh bien oui, indirectement oui. Pourquoi? Parce que je rentre dans une agglomération. Ici, si je rentre dans Moulins. Quand on a un panneau d'agglomération, ça veut aussi dire que nous sommes limités à 50 km/h, mais aussi qu'il est interdit d'utiliser l'avertisseur sonore, donc le klaxon, sauf en cas de danger immédiat. D'accord? Donc là, la signalisation, qu'est-ce qu'elle m'indique? Une limitation de vitesse, on est d'accord, et aussi une interdiction de klaxonner. Donc ces réponses B et C. Question 11. La climatisation de mon véhicule est encrassée. Cela va avoir une incidence sur la consommation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le fait d'utiliser la climatisation, déjà dans un premier temps, augmente la consommation. Mais si en plus de ça, vous avez un filtre qui est encrassé, d'accord, eh bien ça va augmenter encore plus la consommation de votre véhicule. Donc là, c'était réponse A. Question 12. Diluer mon verre d'alcool dans du jus d'orange me permettra de limiter mon taux d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une fausse idée de se dire que quand on met du jus d'orange, en effet, ça va diminuer les conséquences sur mon taux d'alcoolémie. Alors, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand vous mettez de l'alcool, vous mettez une certaine quantité d'alcool. Ça, c'est votre alcool. D'accord? Ensuite, si vous rajoutez ici du jus d'orange, cette quantité-là, ok? Voilà. Eh bien, certes, le verre est plus important, mais est-ce que la quantité d'alcool, là, est-ce qu'elle a diminué? Non, vous allez toujours boire la même quantité d'alcool, même si c'est mélangé dans le jus d'orange. La quantité d'alcool ne disparaît pas. Donc, vous allez absorber la même quantité, donc la conséquence va être la même après. Donc, ça ne diminuera pas mon taux d'alcoolémie. Donc, c'était réponse B. Question 13. Je cède le passage aux piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors là, je vois que mon clignotant est en fonctionnement. Je vais donc tourner à droite. Ce qui fait que je vais être dans une zone de rencontre avec ce piéton-là. Le piéton est dans un passage piéton. Il est donc prioritaire. Du coup, quand je vais tourner, je vais devoir, moi, m'arrêter pour le laisser passer. Et une fois qu'il aura fini de traverser la route, je pourrai continuer de tourner. D'accord? Mais je ne suis pas prioritaire. Je dois la laisser passer, cette personne-là. Donc, c'était réponse A. Je cède le passage au piéton. Question 14. Plus une voiture est équipée d'aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors c'est vrai que les aides à la conduite, c'est censé améliorer la sécurité et aussi vous simplifier la conduite. Mais il y a aussi des conséquences à ça. C'est que vous risquez d'être moins attentif parce que vous savez que vous avez plus d'outils à votre conduite. Et puis par exemple aussi vous avez le GPS qui va vous aider à la conduite, ça c'est une aide à la conduite. Mais si vous regardez trop souvent votre GPS, vous serez moins concentré sur l'extérieur et donc vous allez réagir trop tard, d'accord? Donc il ne doit surtout pas relâcher votre attention, tous ces outils-là. Donc ça peut être vrai. Donc c'est réponse A. Question 15. Sur une route vallonnée, je peux actionner le régulateur de vitesse, réponse A, le limiteur de vitesse, réponse B. Alors, il faut bien faire la distinction entre le régulateur et le limiteur de vitesse. Le régulateur, vous choisissez, c'est avec ce symbole-là, vous choisissez une vitesse donnée, d'accord, et la voiture va aller automatiquement à cette allure-là. Il faudra intervenir sur les commandes pour pouvoir annuler ce régulateur-là. C'est conseiller le régulateur uniquement, et j'ai bien dit uniquement, lorsque on est quasiment sur du plat et que le trafic est dégagé et que vous avez une bonne visibilité vers l'avant. D'accord? Le limiteur de vitesse, lui, eh bien finalement, on peut le mettre partout. Ça, il faut bien vous retenir ça. Le limiteur de vitesse, je peux le mettre partout. D'accord? Pourquoi? Parce que là, vous allez donc régler une vitesse maximale, mais dès que vous allez lâcher l'accélérateur, par exemple, la voiture va tout de suite ralentir. D'accord? Vous allez aussi freiner si vous voulez. Et puis quand vous allez réaccélérer, la voiture ne dépassera pas la limitation de vitesse qui a été donnée au départ. Mais c'est comme si vous conduisiez normalement et que votre voiture n'est pas capable de dépasser la vitesse que vous avez donnée, tout simplement. D'accord? Et en plus, pour ça, c'est simple aussi de la désactiver. Quand vous allez accélérer à fond, ça va désactiver temporairement votre limiteur de vitesse. Donc retenez bien, le régulateur, je peux le mettre que lorsque le trafic est pas très important, d'accord, sur une route qui n'est pas non plus trop vallonnée ni trop sinueuse, sinon alors encore moins sur une route de montagne, et puis à peu près sur le plat, d'accord. Donc en fait l'idéal c'est l'autoroute. Le limiteur de vitesse, je peux le mettre partout. Ok? Donc là, c'est réponse B. Question 16. Seul un volant muni d'un airbag est réglable en hauteur et en profondeur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors l'airbag n'a rien à voir, d'accord, avec le réglage de la hauteur et de la profondeur du volant. C'est deux choses différentes. Vous pouvez très bien avoir une voiture avec un airbag et le volant n'est pas réglable, d'accord, et vous pouvez avoir un volant
une vieille voiture, hein, dans les premières vieilles voitures, on avait encore ça, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, mais il n'y avait pas encore les airbags à cette époque-ci, d'accord? Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc là, c'était réponse B. Question 17. Ce bouton permet d'activer ou de désactiver le frein de stationnement. Réponse A. Le régulateur de vitesse. Réponse B. L'aide au stationnement. Réponse C. Donc si vous avez un doute sur ce genre de réponse, d'accord, revoyez un petit peu tous vos symboles, et s'il faut, comme je vous le conseille dans la formation, hein, dans les astuces pour bien progresser, s'il faut, faites-vous des petites fiches avec les symboles et puis la petite définition qui est à côté. L'idéal même, c'est de faire la fiche avec le symbole au recto, et au verso, vous mettez la définition. Comme ça, dès que vous voyez le symbole, vous essayez de vous rappeler ce que c'est, et puis vous vérifiez en retournant votre fiche pour voir si vous la savez ou pas. D'accord? Alors, ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça permet d'activer ou de désactiver l'aide au stationnement. D'accord? Alors, l'aide au stationnement, comment ça fonctionne? Vous avez maintenant sur les nouvelles voitures carrément les petites caméras à infrarouge, et donc ça permet de détecter si vous approchez ou pas d'un obstacle. D'accord? Plus la lumière se rapproche de la voiture, plus on est proche. D'accord? Là, ça va, il y a encore de la distance. Et dans cette zone-là, on est très proche. Dans cette zone-là aussi, on est très proche d'un obstacle. D'accord? Sur certaines voitures, celles qui n'ont pas de ce genre de caméra-là, vous avez, vous savez, le petit bip, 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 puis le bip continue quand on commence à être très proche d'un obstacle. D'accord? Donc là, c'était réponse C. Question 18. Dans cette situation, je reste en feu de route. Réponse A. Je repasse en feu de croisement. Réponse B. Pour ceux qui ont encore des difficultés sur savoir quand est-ce qu'on met les feux, je vous indique vivement à aller voir cette petite fiche-là, où c'est toute une série de questions que je vous pose avec des petits cours sur les éclairages, d'accord? Ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo-là pour retravailler ça. Alors, en résumé, du coup je vais vous expliquer, mais je ne vais pas trop m'attarder non plus parce que j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous aider. Les feux de route, on peut les mettre partout, on doit les mettre à partir du moment où il n'y a personne en face, évidemment, et qu'il n'y a pas d'éclairage, d'accord? Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça n'a pas d'importance pour les feux de route. Notre critère, c'est personne en face et pas d'éclairage. Et là, c'est le cas. Il n'y a personne en face et il n'y a aucun lampadaire d'allumé. Même si vous rentrez en agglomération, ça nous est égal. Donc là, je reste en feu de route. Réponse A. Question 19. En cas de début d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes. Réponse A. Vers le sommet des flammes. Réponse B. Alors, si vous vous rendez compte que votre voiture ou qu'il y a un véhicule qui prend feu, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus délicat, le plus dangereux de tout, c'est l'ouverture du capot. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez ouvrir votre capot, là, il va y avoir un appel d'air qui va se faire. C'est-à-dire que l'air va vouloir rentrer brutalement, d'accord? Dedans. Et puis à partir du moment où il va y avoir un appel d'air, eh bien ça va attiser les flammes. Ça veut dire que le feu, lui, il va vouloir augmenter encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre
d'accord? Au lieu d'étouffer, l'oxygène rentre et là, le feu va devenir plus important. Donc surtout quand vous ouvrez votre capot, il va falloir être super, super vigilant. Donc comment faire? Il vaut mieux s'accroupir devant la calandre là, et puis donc de repérer le système d'ouverture hein, pour savoir où on ouvre, et vous ouvrez tout doucement, le plus doucement possible, pour éviter justement ce fameux appel d'air, pour qu'il y ait le moins d'oxygène possible et pour éviter que la flamme augmente. D'accord? Si vous avez un extincteur, il faut l'orienter, d'accord, vers les flammes, mais au plus près du foyer. C'est quoi le foyer? C'est le départ du feu, donc au plus près de cette zone-là. Plus vous serez proche du départ du feu, plus ce sera efficace. D'accord? Attention, hein, l'extincteur, ça n'est efficace qu'en début d'incendie. Hein. Une fois que c'est bien étalé sur le véhicule, vous pouvez plus rien faire d'autre. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est éviter que ça se répande autour du véhicule, mais pour votre véhicule, c'est fichu. D'accord? Donc, en cas d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes. Donc, c'était réponse A. Question 20. Je viens de recevoir une notification sur mon téléphone portable. Je regarde celui-ci. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarder mon téléphone augmente le risque d'accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. En règle générale, hein, rien que le fait de regarder une notification sur un téléphone, ça va vous prendre 2 à 3 secondes. Je vous lance le défi en voiture de rouler et de fermer les yeux pendant 3 secondes. Vous allez prendre conscience que c'est dangereux. D'accord? C'est pour ça que c'est interdit d'utiliser ou de regarder son téléphone en conduisant. Donc là, c'était réponse B. Est-ce que ça augmente le risque d'accident? Bien sûr. Donc c'est réponse B et C. Question 21. Seule en cause lors d'un accident, l'assurance couvre les dégâts au véhicule si j'ai souscrit la garantie dommage-collision. Oui, réponse A. Non, réponse B. La garantie tout accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Seule en cause dans un accident, l'assurance couvre les dégâts au véhicule si j'ai souscrit une garantie dommage-collision. Alors, il existe 3 types de contrats. Il y a la responsabilité civile. Ensuite, il y a la garantie dommage-collision. Et elle couvre en plus les dommages au véhicule et au conducteur responsable s'il a un accident avec un piéton, par exemple, un animal ou un autre véhicule, d'accord, qui est identifié par contre. Et ensuite, il y a la garantie tous accidents, ou on appelle ça aussi tout risque, qui couvre, elle, les dégâts au véhicule dans tous les cas, d'accord? Donc c'est la garantie nécessaire pour qu'un accident seul soit pris en charge. Donc là, la garantie dommage-collision ne suffit pas, réponse B, et la garantie dommage tout accident, ça sera bon, réponse C, donc B et C. Question 22. Pour dépasser ce piéton, je respecte un intervalle minimum de 2 mètres, réponse A. 1,50 m, réponse B. 1 mètre, réponse C. 0,50 m, réponse D. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on est en agglomération. Donc, quand c'est comme ça, je dois respecter un intervalle minimum de 1 mètre en agglomération. J'ai bien dit minimum, hein, si vous pouvez faire plus, vous faites plus, d'accord? J'aurais été hors agglomération, ça aurait été 1,50 m. Mais là, en agglo, c'est 1 mètre le minimum. Donc, c'est réponse C. Question 23. Je peux circuler en feu de position uniquement. Réponse A.
Feu de croisement. Réponse B. Feu de brouillard avant. Réponse C. Feu de brouillard arrière. Réponse D. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des doutes aussi concernant l'éclairage par mauvais temps, revenez sur la vidéo que je vous ai faite, je vous explique tout et vous avez des exercices qui sont avec, ça va beaucoup vous aider, d'accord? Donc ici, je peux circuler en feu de croisement, et donc là il est bien de mettre les feux de croisement avec les feux de brouillard avant et arrière, d'accord? Pourquoi? Parce que là il y a du brouillard, et quand je suis partant de brouillard, très rapidement, hein, partant de brouillard, vous avez donc l'avant de votre voiture, d'accord, avec le volant. À l'avant de la voiture, j'ai le droit par brouillard, neige et forte pluie, d'accord. Et à l'arrière, j'ai le droit partant de brouillard, partant de neige, surtout pas partant de pluie, parce que alors là, ça éblouit ceux de derrière, d'accord. Donc vous avez la petite astuce, je vous le dis rapidement, mais on le verra aussi dans l'autre vidéo. N'oubliez pas d'aller à la banque. Pourquoi? Parce que ça, c'est la banque BNP. Avant, donc n'oubliez pas d'aller à la banque avant, d'aller chercher des chocos pour les enfants à l'arrière. D'accord? Pourquoi? Parce que les chocos, BN. Donc n'oubliez pas de passer à la banque avant pour acheter des chocos BN pour les enfants à l'arrière. D'accord? Donc réponse B, C et D. Question 24. Il faut 1 heure pour éliminer un verre d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il faut savoir que c'est le foie qui élimine en grande partie l'alcool, jusqu'à 95% quand même, hein, d'accord? Mais chaque individu n'élimine pas tout à fait pareil la même quantité d'alcool. Ça peut varier entre 0,10 et 0,15 grammes par litre de sang en 1 heure, d'accord? Donc pour éliminer totalement un verre d'alcool, 2 heures ne suffisent pas. Alors on considère que un verre, hein, d'accord, ça peut atteindre jusqu'à 0,25 grammes par litre d'alcool. Comme un verre, ça fait jusqu'à peu près 0,25 g par litre d'alcool, et qu'on élimine à peu près 0,10 et 0,15 g par heure, eh bien, 1 heure, ça ne suffit pas, d'accord? 2 heures non plus, ça ne suffit pas. Donc il faut un peu plus de 2h30 pour éliminer un verre d'alcool. Donc c'était réponse B. Question 25. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A. De franchissement de la ligne continue. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Alors, dès 0,2 g par litre de sang, d'accord, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il va perdre 6 points automatiquement. Donc, il n'en a plus. S'il fait un délit de fuite, il risque aussi un retrait de 6 points. Donc, son permis est aussi invalidé dans ce cas-là. Et le franchissement d'une ligne continue, ça c'est sanctionné de 3 points sur le permis de conduire. Donc là, il lui en reste la moitié, parce qu'il partait à 6. Si on en enlève 3, il en reste encore 3. Et dans ce cas-là, il doit alors effectuer un stage de sensibilisation qui va durer 2 jours. Donc c'est réponse A et C. Question 26. Pour passer le permis, l'acuité visuelle binoculaire après correction doit être supérieure ou égale à 1 dixième, réponse A, 5 dixièmes, réponse B.
Alors, la vision binoculaire, elle doit être au moins égale à 5/10 en effet, d'accord? Et si vous avez un œil qui est borgne ou qui ne voit même pas 1/10, l'autre doit absolument pouvoir voir les 5/10 absolument, d'accord? Donc c'est 5/10, réponse B. Question 27. Pour réduire la somnolence et la baisse de vigilance au volant, je pars en étant reposé. Réponse A. Je fais des pauses régulièrement. Réponse B. Je fais un copieux repas. Réponse C. Pour réduire la somnolence au volant et éviter la baisse de vigilance, la baisse d'attention au volant, en effet, il vaut mieux partir reposer, d'accord? Et on vous conseille de faire une pause au moins toutes les 2 heures, d'accord? Faire un copieux repas, ça va être l'inverse. Là, ça risque de vous provoquer une somnolence ou une baisse de vigilance. Donc c'est réponse A et B. Question 28. Circulant sur une route mouillée, mon temps de réaction reste inchangé, réponse A, et multiplié par 2, réponse B, et multiplié par 4, réponse C. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est entre le moment, parce que nous on regarde, ça c'est notre œil, d'accord? C'est entre le moment où on a vu quelque chose et entre le moment, et là il va se passer du temps, et entre le moment où on va commencer soit à faire un coup de volant, ou appuyer sur la pédale de frein, d'accord? Voilà. Donc là, c'est le temps qui va se passer entre ce qu'on a vu et ce qu'on va faire. Qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, ça va rien changer entre ce qu'on a vu et ce qu'on va faire, d'accord? Ça ne va pas influencer votre temps de réaction. Donc là, c'était réponse A. Question 29. Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors nous, on circule sur la route principale. Sur le côté, on voit des stationnements, d'accord? Et on voit aussi un véhicule bleu, là, un véhicule de la gendarmerie. Il faut savoir que les véhicules d'intervention ne sont prioritaires que lorsqu'ils utilisent les avertisseurs spéciaux. Qu'est-ce que c'est que leurs avertisseurs spéciaux? Eh bien, il y a le gyrophare bleu, vous savez, là, ce qui s'allume en bleu, là, et qui clignote. Là, il ne fonctionne pas, c'est pas le cas. Et s'il y a la sirène à 2 tons, on n'entend rien non plus. Donc c'est un véhicule comme un autre, qui est stationné comme un autre. Il veut quitter son stationnement, il n'est pas prioritaire, ce n'est pas à lui de s'engager devant nous, nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas démarrer ce véhicule bleu. En plus de ça, il n'a pas non plus les roues prêtes à démarrer, il a uniquement le clignotant à gauche qu'il a mis un peu trop tôt, d'accord? Donc je reste vigilant, au cas où, mais je ne laisse pas démarrer ce véhicule bleu, il n'est pas prioritaire. Donc c'était réponse B. Question 30. Je dois posséder une boîte complète d'ampoules dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une idée reçue. Souvent, on croit que c'est obligatoire d'avoir une boîte d'ampoules de rechange dans notre véhicule. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est fortement conseillé, mais il n'y a pas de texte de loi qui nous oblige à avoir une boîte d'ampoules dans notre véhicule. D'accord? Donc là, c'est réponse B. Question 31.
Je souffre d'apnée du sommeil, je dois passer un examen médical pour avoir l'autorisation de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, certaines maladies peuvent entraîner en effet une restriction. Alors, c'est quoi une restriction? Ça veut dire qu'on va nous limiter la conduite. Par exemple, on n'aura pas le droit de conduire de nuit, d'accord? Ou alors, on sera obligé de passer une visite médicale régulièrement pour juger de notre état de santé, savoir si on est toujours apte à conduire, d'accord? Alors, il y a quoi? Il y a l'hypertension sévère, le diabète sévère, l'épilepsie, tout ce qui est dépendance aux drogues, par exemple aussi, et l'apnée du sommeil. Toutes ces choses-là, on doit passer un examen médical pour avoir l'autorisation de conduire, d'accord? Donc ça nécessite un suivi, tout ça. L'examen médical sera fait par un médecin agréé par la préfecture. Donc c'est la préfecture qui vous donne la liste des médecins où il est possible de faire cette visite-là. Enfin, il y a des démarches à faire, toute la préfecture explique tout ça. Donc c'est réponse A. Question 32. Dans cette situation, je klaxonne. Réponse A. Je fais un appel de phare. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je passe très lentement. Réponse D. Alors, dans cette situation, évidemment, on doit freiner pour éviter d'écraser les poules. Je pense que vous aurez la même réaction que moi. Pour ne pas surprendre les autres usagers qui pourraient arriver derrière, d'accord? Parce que là, j'ai un ralentissement qui est anormal. Il faut que je pense à mettre mes feux de détresse, d'accord? Klaxonner ou faire un appel de phare, là, ça va pas apporter grand-chose. Vous risquez d'affoler les poulettes, là, et elles risquent de partir dans tous les sens, et ça va pas améliorer la situation, d'accord? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut que vous avanciez tout lentement vers les poules. Quand elles vont vous voir en mouvement très lentement, elles vont finir par s'écarter, d'accord? Et là, je pourrai traverser ensuite. Donc là, dans cette situation, je passe très lentement. Réponse D. Question 33. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Réponse A. 100 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Alors, ici, on nous demande la vitesse maximale. Donc, comme c'est la vitesse maximale, on n'a qu'une limitation de vitesse à donner, d'accord? On ne nous demande pas à quelle vitesse on peut rouler, d'accord? On nous demande uniquement la vitesse maximale. Donc, on va regarder où on se situe. Ici, on voit qu'on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On voit le muret qui nous sépare avec ceux d'en face, donc on circule en sens unique, d'accord? Ensuite, si on regarde les panneaux, on peut voir que là, la cartouche nous dit D d'ailleurs, D comme départemental. Attention, on voit en effet qu'il y a un panneau autoroute, mais tous les panneaux ne sont pas bleus ici. Tout serait bleu avec la cartouche autoroute, d'accord, on serait sur l'autoroute. Mais là, il y a des panneaux, là les panneaux de gauche ne sont pas tous bleus, il y en a aussi des verts et des blancs. Donc nous ne sommes pas sur l'autoroute, d'accord? Donc une limitation de vitesse sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central est à 110 km/h. Comme on ne nous précise rien, je ne suis pas jeune conducteur, donc je respecte les limitations de vitesse comme tout le monde. Donc ça va être la vitesse maximale, 110 km/h. Réponse C. Question 34. Le panneau m'indique une voie réservée au tramway.
Réponse A. Un passage de tramway à 50 mètres. Réponse B. Un passage de tramway immédiat. Réponse C. Alors, pour que ce soit un panneau voie réservée, il aurait fallu que le panneau soit rond, d'accord, à fond bleu. Là, il n'est pas rond, il est carré. Donc c'est un panneau d'indication quand c'est un panneau carré. Là, ça nous indique uniquement que je vais rencontrer des tramways qui pourraient traverser la route à hauteur de ce panneau-là, d'accord? Donc ça nous informe tout simplement de ça. Donc ça n'est pas une voie réservée, puisqu'il n'est pas rond, le panneau. C'est bien un passage de tramway, mais il n'est pas à 50 mètres, il est immédiat. D'accord? C'est un panneau de position, ça. Donc, réponse C. Question 35. J'économise du carburant si j'éteins le moteur pour un arrêt de 2 minutes. Oui, réponse A. Non, réponse B. 30 secondes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Maintenant, sur les nouvelles voitures, dès les 10 premières secondes, c'est intéressant d'éteindre le moteur. Sur les vieilles voitures, dès les 20 à 30 secondes, un feu rouge par exemple, ou dans un bouchon, ou un passage à niveau, et bien là, il est préférable de couper le moteur. D'accord? Ou si vous allez dans les fast-food en drive, pareil, et que vous attendez pour payer par exemple, ou que vous attendez votre commande, pensez à éteindre votre moteur, vous ferez plus d'économies d'argent, mais vous polluerez moins aussi, d'accord? Donc là, ça vaut le coup d'éteindre le moteur dès les 2 premières minutes, oui. Dès 30 secondes, oui, d'accord? Donc réponse A et C. Question 36. La signalisation m'indique un début de créneau de dépassement. Réponse A. Une fin de créneau de dépassement. Réponse B. Une réduction du nombre de voies. Réponse C. Alors, ce panneau-là, qu'est-ce qu'il m'indique? Est-ce que ça m'indique un début de créneau de dépassement? Eh bien non, c'est ce panneau-là, un début de créneau de dépassement. Donc il ne faut pas confondre. Vous avez vu la différence? Là, ça commence. Et là, finalement, vous voyez, les 2 voies se réduisent en une voie. Donc ça se termine. Donc comme il y a 2 voies qui se réduisent en une voie, eh bien, il y a une réduction du nombre de voies. Donc là, c'était réponse B et C. Question 37. En cas de pic de pollution, la limitation de vitesse peut être abaissée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de pic de pollution, oui, on va baisser les vitesses. Vous avez vu, il y en a plusieurs dans l'année, et malheureusement, je pense qu'à cause du réchauffement climatique, on va être de plus en plus sensible aux pics de pollution, d'accord, à cause des chaleurs aussi, et donc il va falloir réduire notre vitesse à ces moments-là. Donc oui, c'était réponse A, oui. Question 38. Lors du remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule, je coupe le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'éteins ma cigarette. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, il est absolument nécessaire vraiment de respecter toutes les précautions de sécurité quand vous remplissez votre réservoir d'essence, d'accord? Il faut absolument couper le moteur et ne pas fumer quand vous êtes à proximité du pistolet, d'accord? Parce qu'il y a des émanations et il pourrait y avoir des risques d'explosion. Donc là, c'était réponse A et C. Avant de passer à la question 39, si vous avez besoin d'astuces pour progresser rapidement, d'accord, moi je vous ai fait une petite formation gratuite et vous pouvez en profiter, il suffit juste de vous inscrire, vous y laissez votre prénom, votre adresse mail et vous aurez un lien sur une formation gratuite où je vous donne des astuces pour pouvoir progresser efficacement, c'est-à-dire vite et bien, et des astuces pour pouvoir retenir plus facilement aussi les choses, d'accord? Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette formation, ça vous permettra de progresser beaucoup plus rapidement et de rester motivé aussi, ça c'est très important. Question 39. J'active la sécurité enfant lorsque des adultes voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Des enfants voyagent à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la sécurité enfant? C'est, vous savez, une petite commande là que vous avez souvent sur le montant de la portière ou au centre de véhicule, mais ça peut aussi être au niveau du montant de la portière arrière, un petit bouton à enclencher, d'accord? Ça dépend des véhicules. Alors, à quoi ça sert? Ça évite à la personne qui est derrière, donc en règle générale les enfants, ça évite à la personne de derrière, même si elle essaie d'ouvrir, de tirer sur la poignée pour ouvrir la portière ne s'ouvrira pas, d'accord? On ne pourra ouvrir cette portière arrière que de l'extérieur. Ça veut dire que le conducteur devra descendre de sa voiture pour aller ouvrir la portière arrière. Ça, c'est une sécurité pour pas que les enfants descendent en roulant. Ça peut arriver, des enfants qui ouvrent la portière au moment où ça roule. Là, c'est très très dangereux. Moi, je l'ai déjà vu sur autoroute, une portière qui s'est ouverte. C'était un enfant qui avait ouvert. Heureusement, il a pas sauté, il a pas bougé, mais à mon avis, ça devait être panique à bord dans la voiture, hein. Et puis ça évite aussi qu'il ouvre, au moment où vous arrêtez votre voiture, qu'il ouvre la portière, et souvent les enfants ça regarde pas, hein, s'il y a une autre voiture qui arrive sur la route, ils ouvrent la portière alors qu'il y a déjà une voiture qui arrive sur le côté, et là la portière se fait arracher. D'accord? Donc c'était réponse B et C, parce que c'est fait pour les enfants. Question 40. Je pourrais tourner à droite si je conduis une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je conduis une camionnette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, que nous dit cet ensemble de panneaux là, de panneaux et de panonceaux? Vous avez un panneau qui nous dit que c'est interdit de tourner à droite. D'ailleurs, il y a un rappel un peu plus loin. Vous avez la même chose plus loin. C'est interdit de tourner à droite pour tous ceux qui sont sur ce panonceau-là. Donc, c'est interdit pour ceux qui transportent des marchandises, d'accord, mais qui sont plus de 5 tonnes 5. Moi, si je conduis une camionnette, je vous rappelle, hein, c'est dans le cadre du permis B, hein, ce pourquoi vous apprenez à conduire là, c'est en dessous des 3 tonnes 5. Donc je ne suis pas concernée par ce panneau-là, puisque c'est pour les plus de 5 tonnes 5. D'accord? Donc réponse A et C. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like à ma vidéo, ça va aider au référencement aussi, ça récompense mon travail, et puis si je vous ai appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos, et je vous prévois aussi de faire des lives parce que vous êtes nombreux à m'avoir répondu sur les lives, vous êtes tous très intéressés pour faire des lives, et je crois que les lives, si vous voulez y participer, il faut absolument être abonné, d'accord? Donc surtout pensez à vous abonner. Alors on se dit à bientôt et restez motivés.